Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui, je reçois Benoît Deveau, vous allez voir, physicien spécialisé en spectroscopie optique des semi-conducteurs. Il a particulièrement étudié la physique des processus optiques ultra rapides dans les nanoparticules des semi-conducteurs, j'ai rien compris. Depuis 2017, il est directeur de la recherche de l'École polytechnique à Palaiseau et à ce titre, président de la commission d'éthique. Et cette question, vous la connaissez, puisque c'est elle qui a déclaré à l'unanimité, le 2 septembre 2022, que la thèse de M. Aberkan, que vous connaissez aussi, contient presque 47 pages plagiées. Et en mai 2023, Aberkan a annoncé porter plainte pour faux en écriture publique, un crime passible de la cour d'assises, dit-il, contre M. Benoît Deveau. Il déclare Deveau et compagnie ont inventé l'existence d'une commission d'éthique pendant un an, et en ont donc usurpé la présidence fictive tout en utilisant cette fonction fausse ab initio pour exhauster des déclarations bidons à la presse. Et il n'exclut pas la possibilité que M. Deveau soit essentiellement faible d'esprit ou manipulé. Pour vous situer un petit peu le truc. Alors, au-delà de cette affaire, à Berkane, j'ai demandé à M. Deveau de venir nous parler du travail d'un comité d'éthique afin de comprendre sur quoi repose la confiance que l'on doit pouvoir accorder aux résultats des travaux des chercheurs et quels sont les moyens ou l'absence de moyens mis en œuvre pour réagir aux inévitables abus, fraudes et mauvaises conduites. Donc je reçois Monsieur Deveau. Est-ce que cette introduction vous convient? Ça me convient parfaitement. Ça résume bien le point où nous en sommes. C'est ça. Et on verra à la fin sur cette affaire qui intéresse les gens, mais je voudrais qu'on qu'on explore un petit peu d'abord votre travail par rapport à l'état. Alors, vous êtes physicien, mais c'est pas pour ça que vous êtes là, donc c'est intéressant en soi, même si j'ai rien compris. Mais votre rôle dans le comité d'éthique, alors d'abord, un comité d'éthique ou une commission d'éthique, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une question importante parce que, en fait, les comités d'éthique dans une université ou dans une grande école, il doit y en avoir plusieurs. Le premier comité d'éthique, c'est un comité qui est chargé de donner son accord à des études qui concernent les effets biomédicaux. Donc, en particulier quand il y a des Oui. animaux ou des êtres humains qui sont mis en cause. Alors, c'est pas les comités d'éthique dont je m'occupe, mais c'est le genre de comité d'éthique dont nous avons beaucoup entendu parler à propos de l'affaire Raoult. Oui. Il est fondamental que toute étude impliquant des êtres humains, quel que soit le niveau, passe devant un comité d'éthique spécialisé dans les études biomédicales. Il y a un deuxième type de comité d'éthique qui est lorsqu'une étude scientifique implique des êtres humains sans qu'elle soit à caractère biomédical, il doit y avoir un avis d'un comité d'éthique qui vérifie simplement que, par exemple, des élèves qu'on interroge dans le cadre d'une étude sociologique, leur nom est bien anonymisé, enfin, leur accord, leur consentement éclairé est bien acquis, et ainsi de suite. Donc, tout un tas de choses qui sont importantes. Il y a un troisième niveau d'éthique qui est celui pour lequel une université doit se préoccuper dans le cadre de ses relations avec des possibles financeurs. Donc, l'éthique des relations avec nos partenaires industriels, avec nos mécènes et ainsi de suite. Pour éviter les Et liens, les conflits d'intérêts. absolument. Et le quatrième type de comité d'éthique, c'est le comité qui s'occupe de tout ce qui a trait à des malversations dans le cadre d'une activité scientifique. Par exemple, s'il y a un plagiat, par exemple, s'il y a un traficotage des données qui permettent de faire une publication. Donc, vous voyez qu'il y a quatre types de comités d'éthique qui ne s'occupent que de ce qui tourne autour des publications scientifiques. On ne parle pas ici de ce qui se passe lorsque, par exemple, il y a des violences sexistes et sexuelles qui sont complètement en dehors de ce sujet-là. Mais donc, les comités d'éthique dont moi, je peux m'occuper en tant que responsable de la recherche d'une université, c'est que devons-nous faire lorsque quelqu'un est mis en cause supposé avoir eu des malversations dans le cadre d'une publication scientifique.
Donc les comités, ils existent dans les grandes institutions. Mais alors, comment est-ce qu'on décide de qui siège? C'est composé par qui? Alors, ces comités n'existent pas toujours. C'est assez récent que nous nous sommes rendus compte que, il était très important de disposer de ce type de comité. Et c'est en particulier le financement de la recherche par l'Europe qui nous a obligés à nous mettre aux normes et de faire en sorte que toutes les universités qui souhaitaient disposer de financement européen mettent bien en place un dispositif de traitement des problèmes éthiques. Et donc, en fait, comment ça se passe? Eh bien, ou bien l'université dans laquelle vous travaillez dispose d'un tel comité, et donc vous appliquez les règles, ou bien comme ça m'est arrivé 2 fois, j'étais avant à l'École polytechnique fédérale à Lausanne, qui à l'époque ne disposait pas d'un comité d'éthique, et donc nous avons proposé les règles qui permettent de définir le comité, ce comité d'éthique. Les règles ont été appliquées, ont été admises par les instances de l'EPFL à l'époque, et elles ont été mises en route. La même chose s'est produite lorsque je suis arrivé à l'école polytechnique à Palaiseau. Le comité d'éthique n'existait pas encore. Donc, ben, j'ai fait du copier-coller, hein. Là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de plagiat, il s'agit de mettre en place les bonnes pratiques. Donc, nous avons mis en place le principe d'un comité d'éthique, les règles de fonctionnement, la composition du comité. Et la composition du comité a été acceptée en comité exécutif de l'école polytechnique en mai ou juin 2017. D'accord. Alors les gens Alors là où c'est amusant, c'est que ça a bien été accepté en COMEX, mais le général qui dirigeait l'école à l'époque a omis de signer la note de service. et donc, Donc, le comité était bien mis en place dans les principes, mais je n'avais pas été formellement nommé par la bonne lettre signée par le général commandant l'école. Et c'est ça que Idriss Aberkan a réussi à détecter en moins d'1 heure après le premier mail que je lui ai envoyé. donc ils étaient peut-être déjà renseignés en amont, ils savaient déjà qu'il y aurait peut-être des soucis. En tout cas, ça prouve qu'il faut faire les choses dans les règles, de manière extrêmement précise, sinon évidemment, on ne sait plus qui a raison, on ne sait plus qui, quoi, comment décider. Mais alors du coup, ce comité, il a des membres. Oui. Comment on choisit les membres? Est-ce que moi, je peux être membre du comité d'éthique de Polytechnique? Alors, il y a 2 choses qui existent dans ces comités. Il y a un comité d'éthique et un référent à l'intégrité Hmm. scientifique. Nous devons nommer 2 personnes. Alors, si possible, le référent à l'intégrité scientifique doit être à la fois proche de l'institution pour bien la connaître et en principe extérieur à l'institution. Donc, ce que nous faisons souvent, c'est nommer un professeur ou un chercheur émérite. Étant à la retraite, il a peut-être un peu plus de temps. Il n'a pas de problème de carrière, donc il peut rendre des avis tout à fait libres. Et donc, nous avions choisi quelqu'un qui connaissait bien l'éthique et qui était un chercheur émérite dans un des laboratoires de l'école polytechnique, donc relativement indépendant. Et pour le reste, le comité d'éthique, le comité exécutif de l'institution, décide de quelle doit être la composition du comité d'éthique. Donc, il doit y avoir un certain nombre de gens qui représentent les diverses disciplines, qui soient si possible avec des hommes et des femmes et des représentants qui connaissent la loi et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que nous avons fait une proposition de la composition du comité d'éthique au comité exécutif de l'école polytechnique qui nous a nommés comme membres du comité d'éthique. Alors, Et en tant que directeur de la recherche de l'école, c'est assez naturel que je préside ce comité. donc on a parlé de prof émérite. L'éméritat, c'est lorsqu'on arrive en fin de carrière à cause de l'âge, mais qu'on obtient une sorte de dérogation pour continuer
avoir un statut. Et en général, quand on est émérite, on n'a plus de problème de, de hiérarchie, quoi. On n'a plus de pression possible puisqu'on est en fin de carrière. Est-ce qu'il faut être chercheur ou est-ce que les personnels qui accompagnent la recherche, les ingénieurs, les techniciens, peuvent appartenir à ces comités? Alors, il y a pas de règles très contraignantes sur la composition du comité. Ce qui est important, c'est que on ait affaire à des gens qui s'intéressent à l'éthique et qui soient prêts à consacrer du temps au comité en plus de leur temps de travail. Mais oui, on essaye de faire en sorte qu'on ait à la fois des enseignants, des chercheurs, Oui. des ingénieurs et des membres du personnel qui ne sont pas enseignants ou chercheurs. Bon, souvent, enfin dans notre cas, c'était le représentant de la cellule juridique de l'école qui jouait un peu le rôle du non scientifique et qui le jouait très bien d'ailleurs. Enfin, elle, en l'occurrence, c'était une femme, jouait très bien ce rôle de non sachant. Et dernière question sur ce comité. Alors, vous vous réunissez, vous prenez des décisions, mais vous avez quel pouvoir lorsque vous avez un comité? Est-ce qu'on peut renvoyer des gens? Est-ce qu'on peut exiger des retraits de papier? Est-ce qu'il y a d'autres prérogatives qu'on a ou pas? Alors, en principe, le, en dehors du cas dont nous avons parlé en début de séance, le pouvoir du comité, enfin, le comité n'a qu'un pouvoir consultatif Hmm. vis-à-vis du président de l'institution. Donc, le comité suggère au président les actions à prendre en fonction de la gravité des faits. Et c'est de fait le président de l'institution en l'occurrence à l'école polytechnique, le directeur général qui met en œuvre les actions qui met éventuellement en œuvre les actions qui lui sont suggérées par le comité d'éthique. D'accord. Là, du coup, on va revenir un petit peu de minutes sur l'affaire Barkhane qui met en exergue plein de problèmes intéressants. C'est qu'il y a Polytechnique et puis il y a Palaiso, l'université. Et le comité peut émettre, enfin, s'appuie sur des textes. Les gens ne font pas n'importe quoi. Il y a des textes qui établissent les règles et ce qu'on peut exiger des uns ou des autres. Et donc, on peut avoir des recours contre des chercheurs, contre des enseignants, contre les étudiants éventuellement peut-être. Et les doctorants ont un statut très particulier. Et dans le rapprochement historiquement, entre Polytechnique et Paris-Saclay, il y avait un vide juridique, apparemment. Est-ce qu'on peut juste expliquer en deux mots pourquoi les textes sont importants? Parce que sinon, on a ce type de situation. Alors, il y a eu deux choses dans cette histoire-là. La première, c'est que euh, tout l'épisode s'est passé au moment où un rapprochement entre l'école polytechnique et l'université Paris-Saclay était envisagé. Et donc, ce rapprochement avait été travaillé pendant des années et des années, et en particulier, un des premiers effets d'unification avait été de créer une école doctorale commune. Hmm. L'école polytechnique avait une école doctorale, l'université d'Orsay avait une école doctorale, et ainsi de suite, et de façon à aider à l'unification de cet ensemble de 19 partenaires sur le plateau de Saclay, nous avions décidé de mettre en place une école doctorale commune pour tout le monde. Et c'est dans ce cadre-là que l'école polytechnique a cessé ses opérations enfin, au 31 décembre 2016 pour permettre à l'école doctorale de l'Université Paris-Saclay de monter en puissance. Et donc, les doctorants qui étaient préalablement supervisés par l'école polytechnique sont devenus supervisés par l'Université Paris-Saclay. Alors, la deuxième chose qui existe, c'est que si l'institution décide d'une sanction, en général, la sanction doit passer devant un organe de sanction Hmm.
Et il se trouve que à l'é- à l'é- à l'époque, il existait un organisme de sanction pour les chercheurs de l'école polytechnique. Il exerçait un organe de sanction pour les élèves et il n'y avait pas cet organe pour les doctorants. C'était un trou dans la raquette. Et c'est ce double hiatus qui explique un peu les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons à l'heure actuelle. Voilà. Donc ça montre que tout n'est pas pensé en amont, toujours forcément de manière adéquate. Et quand il y a les trous dans la raquette, c'est embêtant. Alors, Oui, oui, parce que en fait, les universités que nous sommes, elles sont quelque part bâties sur l'idée que les gens se conforment à des principes de base éthiques que je n'ai pas besoin de rappeler ici. Et ce n'est que quand nous nous retrouvons confrontés à des difficultés que nous inventons des règles et des façons de procéder. En fait, on se rend compte qu'on est toujours, on a toujours un temps de retard devant certains qui arrivent voilà. à truander le système, dirons-nous. J'allais y venir, c'est que voilà, les lacunes dont on se rend compte, c'est que dans la société civile, on a des tribunaux, on a des textes qui sont relativement bien ficelés, qui sont étanches, et c'est rare qu'une situation n'ait pas été prévue. En recherche, il y a une forme de naïveté du chercheur qui est à la fois enfin, très rafraîchissante, c'est très bien, et en même temps qui du coup nous met à la merci de gens qui voudraient exploiter le système, qui fait que le monde de la recherche part du principe que les gens qui écrivent quelque chose l'ont pas inventé, n'ont pas fraudé, que tout est honnête, parce que évidemment, dès que le chercheur est reconnu comme n'étant pas honnête, sa parole est censée ne plus rien valoir du tout, et sa carrière est censée être finie. Dans les faits, c'est pas ce qui se passe, malheureusement. Donc, cette naïveté selon laquelle tout le monde est beau, tout le monde est gentil au départ, elle est peut-être au cœur des problèmes qui se posent après que les comités d'éthique qui se réunissent n'ont pas les outils pour, ou derrière les instances n'ont pas les outils. Est-ce qu'on a des structures dans l'histoire des sciences qui empêchent la libre critique et, et les sanctions envers celles et ceux qui abuseraient des règles? Euh, Comment dire? Non, non, je crois que effectivement, euh, nous, dans ce monde académique, on est vraiment parti de l'hypothèse que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, Mm. et ce qui nous expose, on est vraiment tout nu devant les gens qui abusent du système et qui arrivent relativement facilement à passer en dehors du mailles du filet. Il faut vraiment aller très très loin quand on est de la plus parfaite mauvaise foi pour que le système arrive à vous rattraper. Alors, on va revenir sur le cas imaginaire d'une thèse où il y aurait des plagiats. On sait bien de quoi on parle, mais bon, on parle aussi de manière générale. Ouais. C'est quoi le domaine de compétence des uns et des autres pour évaluer s'il y a ou pas plagiat? Qui décide? Il y a 20 ans, quand j'ai commencé à travailler dans ce genre de domaine, euh, d'abord, on avait très très peu de cas de plagiat qui étaient découverts Hmm. on n'avait pas les moyens techniques de trouver du plagiat. Alors depuis maintenant, je dirais à peu près une quinzaine d'années, on commence à avoir des logiciels qui fonctionnent extrêmement bien et qui permettent de détecter les plagiats de façon relativement robuste. Quand on passe un document sur un de ces logiciels, on voit très très vite si la personne a commis un plagiat ou pas. Alors, il se peut qu'il y ait eu un plagiat qui ait été fait de manière extrêmement intelligente, de façon à ce qu'il ne soit pas détecté, mais un plagiat avec des pages entières qui sont copiées, maintenant, ça commence à se voir. Alors, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de cas de plagiat
Et les universités ont commencé à faire de la détection de plagiat automatique pour les élèves et on n'a pas commencé tout de suite, je dirais, à le faire pour toutes les thèses. Alors, il y a peut-être des endroits où ça se fait, mais il y a des endroits où c'est pas encore totalement automatique. Et ce fait que ce soit pas totalement automatique avant la soutenance de n'importe quelle thèse fait que, eh bien, on se retrouve avec des cas de plagiat que, par exemple, le jury de la thèse n'avait pas Hmm. détecté. J'ai un exemple à l'EPFL où il y avait une thèse où les résultats de la thèse ne portaient pas à la moindre difficulté, ils étaient de grande qualité, mais le doctorant qui devait être un peu fatigué à la fin de sa thèse avait complètement pompé toute l'introduction et tout le premier chapitre de méthode du début de la thèse sur 3 documents. Donc, on voyait très bien qu'il y avait des passages entiers de 3 documents qui n'étaient pas cités. Et ceci n'a été détecté qu'une fois la thèse soumise. C'est passé en comité d'éthique. Il y a eu une longue discussion avec le directeur de thèse et avec son doctorant qui s'est confondu en excuses et tout. Hein, et la commission a admis que s'il réécrivait les 2 chapitres en question, qu'ils étaient corrects et qu'il mettait un mot d'excuse et blablabla, la thèse serait acceptée. Donc c'est un exemple de ce qui peut se passer. Donc, on a un plagiat avéré, mais on a des vrais résultats, on a des vraies publications, je suppose, au moins une ou deux. Donc, un vrai travail de fond. Il y avait en l'occurrence 5 vraies publications. 5, c'est pas mal, hein. Et on a un doctorant qui s'excuse, qui prend des engagements, et derrière, on va pas arracher la thèse de quelqu'un parce qu'il a fait cette erreur-là, même si c'est sérieux. C'est pas sérieux au point de détruire sa carrière. Donc Oui. ça montre bien que ça peut aussi se passer relativement bien pour le contrevenant. Et que le but d'un comité d'éthique, c'est pas de bousiller les carrières des gens, mais c'est de veiller au grain, quoi. Euh, Maintenant, admettons que ça se passe pas bien. Il y a peut-être un doctorant qui va. J'ai le courrier ici que vous avez envoyé et auquel il a répondu dans les 2 heures avec une formulation. Les gens pourront les voir sur la. Je donne lecture de sa réponse dans une vidéo sur la chaîne. On n'est pas dans le cas d'un doctorant qui s'excuse. On n'est pas dans le cas où il y a des vrais travaux de recherche et des publications qui montrent qu'il y a eu un vrai travail. Et donc, on est dans un cas où vous avez décidé que la thèse était plagiée et qu'elle méritait d'être retirée. Comment on prend une telle décision? Encore une fois, la première chose, c'est que toute personne mise en cause a le droit d'être entendue. Et donc, il est bien évident que la première chose que nous avons faite, c'est de contacter à la fois le doctorant et les membres du jury Hmm. Oui. pour que nous puissions avoir des explications. Et alors là, c'était assez impressionnant puisque bah, vous avez lu le message de réponse du doctorant qui était totalement inacceptable et nous n'avons pas réussi à avoir des explications des membres du jury en dehors de Pierre-Jean Bengozi qui se trouvait être membre du comité d'éthique parce que c'est un spécialiste de l'éthique et qui est tombé de haut sur toute cette affaire-là, où lui n'était spécialiste que d'une petite partie de la thèse, et il s'est rendu compte qu'il s'était fait complètement avoir dans cette affaire. Et donc lui, il s'est expliqué, il s'est excusé, et il s'est récusé bien sûr de la commission à chaque fois que nous discutions de plus précisément. Mais je n'ai rendu public que une de mes réponses à Idriss Aberkan, parce que lui-même avait parlé de ce message-là en Hmm. le tronquant. Le nombre de messages que j'ai eus avec lui est extrêmement important. Et bien sûr, tous les membres du comité ont eu connaissance de tous les messages qui ont été échangés. Et l'ensemble des messages les a convaincus qu'il n'était pas utile d'avoir une rencontre avec le doctorant. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges.
ce qui me paraît normal, il faut échanger, mais il n'était pas disposé à venir s'exprimer devant le comité. Alors du coup, vous avez pris une décision, c'était en septembre 2022, donc ça a mis du temps cette affaire, ça a mis plus d'un an, 2 ans je crois même pour arriver à terme. Mm. Comment vous avez décidé qu'il fallait demander le retrait de la thèse? Alors, il y a deux choses qui sont importantes. D'abord, pourquoi ça a mis aussi longtemps? Ça a mis aussi longtemps parce que nous avons d'abord dû décider si c'était à l'Université Paris-Saclay ou à l'École polytechnique de traiter du sujet, ou à l'Institut polytechnique de Paris, qui est la nouvelle école doctorale qui nous concerne. Et une fois cette décision prise et où nous nous sommes dit c'est l'école polytechnique qui prend en charge, nous avons remis en forme tous les textes qui établissent le comité d'éthique. Nous avons nommé les membres et officiellement afin de pouvoir tenir une réunion qui soit valable. Alors, il est vrai, et ça a été soulevé par Idriss Aberkan, que la décision de la commission a été le jour où nous avons été nommés officiellement. Mais tous les membres de la commission avaient déjà travaillé sur le dossier, connaissaient complètement les tenants et les aboutissants du dossier. Donc, une seule réunion du comité, qui a duré un bon moment, a suffi à arriver à la conclusion unanime que devant la mauvaise foi évidente et la volonté évidente de cacher les choses aux membres du jury, la seule solution était le retrait, la demande de retrait de la thèse. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que le chapitre en question de 47 pages, qui est quasiment intégralement copié, il était sous embargo pendant, je ne sais plus, 5 ans, je crois. Bon, pendant 5 ans, oui. Et ça, moi, j'ai fait une thèse, mais pas une thèse cifre. Et on pourra revenir après sur sur ce qu'une thèse cifre. Mais ce type d'embargo, c'est régulier lorsque le doctorant travaille sur des données un peu sensibles qui donnent lieu à des brevets ou à des projets qui, pour X raisons, ne peuvent pas être dévoilés publiquement. Mais là, en l'occurrence, l'intégralité du chapitre sous embargo, c'était celui-ci, en fait, qui était plagié et qui était plagié à partir de données open source. Donc évidemment, Oui, oui. ça paraît très suspicieux quand même. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord il y a plusieurs chapitres qui étaient sous embargo, mais en particulier celui-ci. Et deuxièmement, le rapport de soutenance de la thèse souligne que c'est en particulier la qualité des résultats obtenus et du logiciel qui est présenté dans la thèse qui est jugé comme de grande qualité par le jury. C'est comme ça que c'est écrit dans le rapport. Oui, Donc, si vous voulez, c'était comment dire, la volonté de cacher des choses a paru évidente aux membres du comité. Donc il y avait de toute évidence un problème de compétence du jury qui n'a pas été capable de voir que ce texte-là était open source. Enfin bon là c'est des jugements, Oui, oui. on rentre dans le cœur du sujet, c'est plus compliqué de porter un jugement, mais ça paraît quand même bizarre que ça passe aussi facilement. Voilà, c'est juste... Alors, oui, oui et non. Oui et non. Alors, on pourra revenir sur la qualité des membres du jury, mais encore une fois, lire 47 pages de code, oui. je ne vois pas qui va faire ça. Et donc, le jury a supposé que les 47 pages de code étaient quelque chose d'original qui avait été effectivement utilisé pour les résultats qui ont été présentés, je l'imagine, oralement lors de la soutenance. Oui. Et donc, bien entendu, les membres du jury ne sont pas allés voir ligne par ligne les lignes de code qui étaient présentées. Alors du coup, vous énoncez le fait qu'il faudrait que vous suggérez, je crois, la formule, le retrait de cette thèse, et c'était il y a plus d'un an, et la thèse n'a pas été supprimée. Et donc lui se défend, c'est son droit, hein, il se défend en tant que tel, c'est pas un problème, mais de toute évidence, la décision n'est pas prise. Je crois savoir que ça bloque, parce que c'est Paris-Saclay qui doit
prendre cette décision. Donc c'est la présidence de Paris-Saclay, Madame Iacona, que je vais contacter après l'entretien pour voir ce qu'elle peut en dire, si elle veut parler, parce qu'apparemment, pour l'instant, elle ne veut pas, mais euh, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre comme décision une fois que vous avez posé votre avis? Alors, le problème, et c'est, je pense, ce que les juristes de Paris-Saclay et les juristes de Polytechnique sont en train de discuter en ce moment, mais je n'ai pas d'informations là-dessus, c'est que nous nous retrouvons en face d'un vide juridique. Quelque part, ça me fait penser à ce qui se produit aux États-Unis actuellement, où quelqu'un qui est en procès 4 fois avec 91 chefs d'inculpation Monsieur Trump. peut se présenter à la présidence de la République parce que, et qui pourrait même se présenter s'il était en prison, parce que la loi états-unienne n'a pas prévu ce cas de figure inimaginable Oui. qu'un repris de justice puisse se présenter à la présidence des États-Unis. Eh bien, on est dans ce cas de figure-là, on a un vrai trou dans la raquette qui est éventuellement n'est pas solvable. Je, 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 il est possible que nous n'ayons aucune solution juridique pour résoudre ce cas. Et c'est bien la raison pour laquelle j'ai fini par m'exprimer, parce que je me suis dit, on n'en sortira jamais. Il n'est pas possible de rester sans rien dire. Donc, il est possible que personne ne puisse prendre de décision. Ah ben, si nous n'avons pas de base juridique pour ce faire, nous respectons les règles et nous ne pouvons pas le faire. Incroyable. Oui, absolument. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on ne punit pas les plagiats? Alors, je dis pas que là, on a un cas très particulier, mais c'est quand même pas de chance. Pourquoi c'est important que les comités puissent émettre des avis et qu'on puisse avoir des sanctions? Eh bien, la raison pour laquelle il est nécessaire de sanctionner les cas de plagiat ou les cas de malversation scientifique, c'est que un titre de docteur permet d'envisager une carrière dans une université ou à un autre endroit d'ailleurs sur la base de la qualité d'un travail, et un plagiat ou une fraude scientifique fait que nous donnerions un diplôme à quelqu'un qui ne le mérite pas. C'est exactement de la même façon que tricher à un examen. Lorsqu'on triche à un examen, eh ben, par principe, et qu'on est pris la main dans le sac, on n'a pas son examen. Eh ben, quand on triche à un examen de doctorat, eh ben, on n'a pas son diplôme de doctorat. Alors, la différence d'un doctorat, c'est que compte tenu de la longueur du travail et tout, il est peut-être possible d'avoir des mesures de clémence qui ne consistent pas au retrait du titre de docteur, mais quand le cas est grave, quand, par exemple le chapitre important de la thèse, qui était le résultat phare de la thèse, a été en fait obtenu en trichant sur les résultats, ben, la thèse ne peut pas être rattrapée puisque le résultat principal est faux, et donc la thèse est retirée au doctorant. Ce qui, en l'occurrence, pour un doctorant dont l'espoir est de travailler dans le monde académique, est une catastrophe. Mais oui. Nous en sommes bien conscients. C'est pour ça que nous réfléchissons vraiment avant de proposer cette sanction. Alors, il y a d'autres cas où l'éthique est remise en question. Prenons le cas d'un chercheur. Il a son diplôme, il a son doctorat, il est vrai, il a une vraie carrière. Et puis, il se met à parler beaucoup, beaucoup dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Et il parle au mépris des connaissances établies, au mépris de la méthode, au mépris des collègues. On a vu ça, hein, plusieurs fois. Et on a l'impression que le CNRS et les universités ne font absolument rien, que tout le monde se tait, et que soit il y a un vide juridique, soit il y a une lâcheté généralisée, ou une troisième option à laquelle j'ai pas pensé. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, vous, de votre place de responsable en termes d'éthique? Alors,
Là, c'est un cas extrêmement important, très intéressant, mais très difficile parce que effectivement, il y a une espèce de vide juridique. Et donc, dans ce cas de figure où on a une personne qui, d'une façon ou d'une autre, abuse de système et euh, et présente des choses, alors que ce soit un article dans une revue, que ce soit une conférence, que ce soit une présentation à la télévision, ainsi de suite, de façon, comment dire, totalement non conforme à la vérité scientifique, euh, euh, et ben la seule solution que nous ayons à peu près, c'est de mettre en place un comité ad hoc qui sera nommé par le président de l'institution dont est issue la personne en question et qui aura pour rôle d'évaluer est-ce qu'il y a malversation, est-ce qu'il y a fraude, est-ce qu'il y a ceci et y a-t-il des sanctions à prendre. Alors, j'ai déjà fait ça dans ma carrière. C'est alors il y a deux choses. Premièrement, quand nous mettons en place ce type de comité, c'est un comité ad hoc et par définition, il est confidentiel. Tant que ce comité n'a pas rendu une décision au président de l'université et que le président de l'université n'a pas décidé de rendre publique la décision reste confidentielle et ne peut être communiquée à personne. Hmm. Donc, premièrement, effectivement, il est possible qu'il se passe quelque chose et que ce quelque chose soit resté confidentiel. Alors, ça peut se défendre. Pour expliquer aux gens, c'est que si un chercheur est suspecté de X ou Y, évidemment, si on en parle dans la place publique, sa réputation est entachée et la responsabilité de l'institut, enfin, on doit respecter la réputation des chercheurs, c'est important, donc c'est normal que de telles démarches se fassent de manière d'abord euh, interne, et donc on n'en parle pas. Mais dès l'instant qu'il y a une décision qui porte, ou un jugement est porté et qui dit qu'en effet il y a un problème, bah là il faut quand même bien en parler à tout le monde. Mais je veux dire, au cours du Covid, on a vu beaucoup de gens dire n'importe quoi et on n'a pas entendu, hein, c'est jamais sorti, hein, Alors, s'il y a non, non, mais des- alors, c'est un point extrêmement important. Au cours du Covid, les institutions académiques n'ont pas réagi assez vite. Hmm. C'est très clair. Bon, à notre corps défendant, et là je défends les institutions dans leur ensemble, c'était une période de folie. Hmm. Il nous a quand même fallu mettre en place les process de cours à distance en une semaine et faire en sorte que nos étudiants puissent avoir des cours dans des conditions catastrophiques, mais les meilleures possibles. Donc, toutes les institutions ont été complètement débordées, complètement sur les genoux, je ne sais pas s'il y a eu un comité, s'il n'y en a pas eu, mais par expérience, pour avoir mis en place un comité de ce type-là, lorsque vous mettez en place un comité, plus le pédigré de la personne mise en cause est important, plus vous devez avoir dans le comité des membres de niveau indiscutable. Oui. Et les membres de niveau indiscutable, ils ont un agenda qui est sursaturé 6 mois à l'avance. Et donc, quand on met en place un comité ad hoc et sur le principe du volontariat non rémunéré et ainsi de suite, nécessairement, le temps d'enquête minimum sera entre 6 mois et un an si tout se passe bien. Donc, vous voyez tout de suite que Ouais. entre le début du Covid, le début du triquetrat, on arrive à largement 2 ans après. Alors maintenant, effectivement, nous ne sommes pas 2 ans après, nous sommes quasiment 3 ans après, et nous n'avons toujours rien qui est sorti. Ça n'est pas normal.
Bon, donc ça montre bien que, parce que les problèmes, on les a vus, et on n'est pas dans le secret des institutions, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on n'a pas vu le corps professoral ou le corps des chercheurs réagir comme il se doit, me semble-t-il, à tout ce qu'on a pu entendre. Et ça n'est pas rassurant sur l'état de la confiance qu'on peut accorder à la parole scientifique. Moi, à la prochaine crise, quand deux experts viennent à la télé et se contredisent, moi, je ferai confiance à qui? Bah, comme la plupart des gens, on ne sait plus. Et le travail de l'éthique, ça consiste à ça, à remettre un peu de confiance dans tout ça. Donc au-delà il y a un troisième cas d'école potentiel, qui est celui où le chercheur se comporte mal avec ses doctorants. Ça peut rappeler la même zone, parce que ça a aussi été évoqué dans des rapports liés à l'IHU. Mais là, j'ai envie de dire, on est presque dans du droit commun, je ne sais pas comment dire, enfin, du droit du travail normal, où les relations employeur-employé sont censées être régies par les règles du travail ou le droit tout simple. Qu'est-ce que un comité d'éthique ou la communauté des chercheurs peut faire de plus lorsqu'il y a suspicion de mauvais traitement ou de... Voilà. Alors, là encore, il y a deux solutions. Ou bien l'université s'est dotée d'une structure visant à traiter les cas de harcèlement moral. Et malheureusement, souvent, ce n'est pas le cas. Alors, pardon, si c'est le cas, il existe une structure. C'est la structure chargée du harcèlement moral qui doit prendre en charge le cas. Si une telle structure n'existe pas, eh bien, par exemple, le comité d'éthique que j'avais l'honneur de présider, c'était pas dans son domaine de compétence de traiter de cas de harcèlement moral. Parce que ce sont des spécialistes scientifiques et le Mm. harcèlement moral est quelque chose de très réel qui se produit dans un certain nombre de laboratoires, mais c'est différent. Et donc, dans ce cas de figure, la seule solution que j'ai trouvée, c'est encore une fois, de mettre en place une commission ad hoc. Alors là, on arrive à une autre difficulté. Il y a deux choses qui sont, premièrement, ce que nous disions en début d'entretien, qui est nous supposons que les enseignants-chercheurs sont des êtres de grande Mm. vertu et de grande bonté, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas. Et donc, lorsque il revient à un enseignant-chercheur de porter des critiques graves à l'encontre d'un de ses collègues, que le collègue soit proche ou que le collègue soit lointain, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est humainement très difficile. Mm. Premièrement, il y a ça. Et deuxièmement, si vous voulez porter des accusations, nous ne sommes pas des structures qui ont des pouvoirs juridiques. Nous ne sommes pas un tribunal. Vous ne pouvez pas obliger les gens à témoigner. Et je me souviens très bien d'un doctorant qui était convoqué devant l'une des commissions où je siégeais, où nous lui disons, vous avez été convoqué, alors de quel droit vous me convoquez? Le président nous a demandé de vous convoquer, mais est-ce que je suis obligé de répondre? Oui, c'est le président qui a créé ce comité, et donc le président exige de vous que vous répondiez. Et donc, après 3 minutes de long débat, la personne accepte de répondre. Première question, l'ambiance au sein du laboratoire est-elle bonne? C'est quand même une question, suis-je obligé de répondre à cette question? Et donc le problème, c'est en quelque sorte l'omerta, Oui. c'est-à-dire que si certains enseignants-chercheurs se comportent mal, leurs doctorants ont beaucoup de mal à, à se soustraire
de la dépendance et parce qu'ils craignent pour leur carrière. Très simplement, ils craignent pour leur carrière. Ça, il faut expliquer aux Et on gens n'arrive pas à s'en sortir. que la valeur d'un diplôme, c'est pas uniquement un doctorat. Les doctorats n'ont pas la même valeur. Ça dépend de qui est notre encadrant, dans quelle équipe on est passé. Le nom des gens avec qui on a publié, il se reflète sur nous et sur l'image qu'on projette, etc. Et donc, si vous portez un témoignage contre la personne qui encadre votre thèse, la valeur de votre thèse, et ça c'est objectif, elle est un peu altérée. Et donc les gens ne veulent pas Absolument. porter atteinte à leur propre carrière en témoignant, alors que en faisant ça, ils laissent en place quelqu'un qui va continuer de maltraiter les doctorants à la suite. Donc il faudrait vouloir se dire, ça s'arrête avec moi. Mais qui voudrait se sacrifier? Ça impliquerait que la personne qui fait ça, il faut lui assurer derrière que sa carrière ne va pas en pâtir, et ça, personne ne peut le faire. Je me souviens très bien d'un doctorant disant, mais si jamais je dis tout ce que je sais, le professeur intel va être viré et donc ma thèse avec lui n'a plus aucune valeur. Voilà. Et en fait ce que nous avions déjà fait, c'est écrire une lettre de recommandation à la place du professeur en question. Mais par contre, sur la valeur de la thèse, c'est relativement imparable et on se trouve dans une vraie difficulté que je ne sais pas comment résoudre. Et donc, bah, voilà, j'en arrive à la fin à mes questions de manière plus générale. On a vu les problèmes, les lacunes, qui sont parfois structurels, enfin, irréductibles. Est-ce qu'on a des pistes dans les grandes réflexions sur l'éthique, que ce soit dans la recherche ou dans l'éthique comportementale dans les équipes, qui sont à l'étude et qui pourraient, dans les prochaines années, être implémentées quelque part chez nous? Est-ce qu'on a des exemples à l'étranger de choses qui sont mieux gérées que par chez nous et qu'on devrait voler? Alors, ce qui est clair, c'est déjà sur la première partie de notre débat qui est sur le, le- la- les malversations scientifiques. Euh, on sait à peu près comment faire parce que c'est relativement factuel. Si il y a une enquête sur la qualité du travail, si on découvre du plagiat ou si on découvre une fraude, c'est assez factuel et il convient. On a vu tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des trous dans la raquette, mais là maintenant, il existe des façons de procéder qui sont assez normalisées. Et d'ailleurs, encore une fois, les organes de financement nous imposent des normes, d'être capable de présenter le fonctionnement des institutions. Et donc, ça nous oblige un peu à faire notre travail chez nous. Ça c'est un aspect. Maintenant, sur l'aspect qu'on vient de soulever, qui est euh, d'un côté le harcèlement moral ou sexuel d'ailleurs, qui était un autre, ou l'expression publique, euh, c'est, euh, c'est, je ne connais pas d'études qui nous permettraient d'avoir des guidelines sur le Ouais. sujet. J'en connais pas bien. Donc, à l'heure actuelle, la seule solution, c'est d'avoir des gens qui dénoncent, et éventuellement qui ne soient pas dans les tuyaux, éventuellement des gens qui sont sur Internet et qui font des vidéos et qui tapent sur les chercheurs de l'extérieur. À la limite, c'est un peu le rôle qu'on peut avoir. C'est pas, il n'y a pas que nous, hein, mais euh, on l'a un peu fait ce rôle-là. On se sentait un petit peu seul parfois, mais c'est parce que personne d'autre peut le faire à l'heure actuelle. À part la presse, je veux dire, les journalistes Ben qui oui, pourraient éventuellement le faire. euh, euh, oui, parce que même si quelqu'un de l'intérieur fait une dénonciation, encore une fois, une dénonciation dans le cadre des institutions compétentes doit se faire sur le principe de la confidentialité. Hmm. Donc, si je dénonce, et ça m'est arrivé de dénoncer un article où il y avait une fraude manifeste,
ceci n'est pas suivi des faits, je ne peux rien faire parce que toute la procédure est confidentielle. Alors, sur cet aspect-là, Je n'ai maintenant, pas de temps que... on a, euh, on a PubPeer et Retractation Watch, qui sont des organes où on peut externaliser la dénonciation. Voilà, on a des structures qui sont maintenant dédiées à ausculter dans la littérature, mais ça c'est de la fraude scientifique. On a dit que c'est pas l'aspect qui était le plus embêtant, parce que ça on a déjà des oui, outils. oui, maintenant, quoique nous avons bien vu dans le cas de Didier Raoult que des publications dont tout le monde sait que les règles nécessaires à une publication de qualité n'ont pas été respectées, les organes de publication n'ont rien fait. Donc, Oui. voilà. Donc il reste des problèmes. Alors maintenant, juste pour finir, pour revenir un petit peu, on bouclera sur M. Aberkan, c'est que ce qui est étonnant, au-delà de ce qu'on a évoqué, il y a encore d'autres problèmes. C'est que c'est quelqu'un qui est censé avoir 3 PhD. Alors, dans les 3, il y en a une qui est un truc qu'il a acheté dans une boîte qui vend des diplômes, mais bon, il en reste quand même 2. Et donc, il a mené de front au moins 2 thèses dans 2 universités réelles, en même temps, dont une thèse CIFRE. Et moi, j'ai discuté avec le référent intégrité de Strasbourg. Je ne peux pas vous révéler ce qu'on a parlé, parce que c'était comme... Mais bon, globalement, d'un point de vue réglementaire, il n'y a pas moyen exactement comme pour un Saclay, il y a des trous dans la raquette. On est d'accord pour dire que ça s'est pas fait comme il fallait faire, mais n'empêche que ça s'est fait et que maintenant c'est trop tard. Et on a dans les jurys de thèse les mêmes chercheurs qui continuent certainement d'être dans de nouveaux jurys de thèse, et les nouveaux doctorants ne sont pas forcément au courant que ces gens-là ont été, je vais dire le mot, archi complaisants avec quelqu'un qui n'a pas mérité les diplômes qu'il a reçus. Je vous le dis, hein, c'est moi qui le dis, c'est pas vous. Hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi à ce niveau-là quand on compose un jury de thèse, on est censé obéir à des règles. Est-ce que les règles sont suffisantes? Alors, il existe des règles et les écoles doctorales de plus en plus mettent en place des règles qui visent à éviter ce genre de, de malversation, hein, disons le mot. Euh, pour avoir présidé à une école doctorale, c'est un travail de dingue. Je C'est sais. réussir à contrôler tous les jurys de toutes les thèses que vous faites passer sur votre campus. Et il y en a des centaines par an. Et malheureusement, on a. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses qui sont que nous sommes surchargés de tâches, comment dire, Administrative. d- administratives dans tous les sens et sans disposer de moyens raisonnables pour le faire. Et deuxièmement, supposons que nous détections quelque chose de pas correct dans un jury de thèse, c'est très, comment dire, non confraternel, c'est pas sympa pour le collègue de venir lui dire que, écoute là, franchement, ton jury, ça va pas du tout. Ah Et oui, donc, mais c'est quelque chose qui est très, ça se fait pas. très, très difficile à faire. C'est encore une fois dans un monde où on suppose que tout le monde est gentil. Donc c'est très dur à faire. Humainement, Oui. c'est comme aller mettre en place une commission d'enquête sur le prof d'à côté parce qu'on croit qu'il maltraite ses doctorants. C'est pas drôle à faire. Et ça pose deux Mais problèmes. C'est ceci que, dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. voilà, vous avez cette dimension humaine où c'est très compliqué d'aller se mêler un petit peu des affaires des autres. On n'aime pas les gens qui font ça, n'empêche que quand il y a des... Il faut bien que les gens le fassent. Et puis, il y a vous l'avez évoqué, je- moi j'ai quitté ce monde-là, mais les chercheurs, déjà, il y a 10 ans, 15 ans, il y a 20 ans, se plaignent constamment de la charge administrative qui les empêche de faire de la recherche. Et j'imagine bien que lorsque vous venez fort de votre comité d'éthique, en face, ils vous disent, mais bon sang, mais laissez-nous tranquilles, laissez-nous arrêter de nous rajouter des règlements, de ceci, de cela, de trucs à signer, on n'en peut plus, on veut faire de la recherche. Et ça, c'est extrêmement audible, parce que
ils ne sont pas chercheurs pour remplir des papiers, ils sont chercheurs parce qu'ils aiment la science et la recherche. Et malgré tout, si on n'a pas des règlements qui obligent les gens à suivre des lignes, alors on aura des tricheurs qui auront des boulevards. Et ça fait des décennies qu'ils les ont, ces boulevards, et qu'ils ont un peu pourri le système, parce que en plus, comme il y a une omerta et qu'il y a une reproduction sociale, et que les uns héritent du pouvoir des autres, on le voit bien les HU, hein, c'est parce que le système route est toujours là, hein, même si lui est parti. Oui. Bon, j'ai envie de dire, voilà, je vous laisse le mot de la fin. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce qu'on a de bonnes raisons, avec vous, d'être optimiste sur l'évolution des bonnes pratiques, ou est-ce qu'il faut être inquiet? J'ai normalement tendance à être optimiste, mais je me rends compte que sur ce sujet-là, je suis inquiet parce que j'ai l'impression que, bien entendu, nous essayons constamment d'améliorer nos règles et de mettre en place des règles qui permettent de boucher les trous dans la raquette, mais que, comme dans beaucoup de domaines, les gens qui veulent truander le système vont plus vite que nous, sont beaucoup plus malins que nous dans ce domaine-là Hmm. et arrivent de façon assez systématique à inventer de nouvelles façons de faire qui sont juste à côté de ce que nous avions prévu. Je suis convaincu que nous allons, au fur et à mesure, améliorer la façon dont nous traitons l'ensemble des sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Néanmoins, deux choses. D'abord, ça va être très très long à évoluer. Et deuxièmement, j'ai peur que ce soit trop lent par rapport aux gens qui veulent truander le système. Je rappelle que je suis responsable de ce que moi j'ai dit et c'est pas votre faute, parce que sinon, l'un comme l'autre, hein, on devrait être poursuivi par M. Aberkan pour X raisons. Et je vais tenter de contacter la présidente de Paris Saclay pour voir avec elle. Elle a peut-être des bonnes raisons pour lesquelles ça fait 1 an que la décision n'est pas prise. Et je rajouterai quelques minutes à la fin de cette vidéo si j'ai obtenu une réponse de sa part. Voilà. Eh bien, bien volontiers. Merci pour ce temps de parole et merci du travail que vous faites au jour le jour. Merci bien et à bientôt. À bientôt. L'entretien avec le professeur Benoît Deveau a été enregistré le 13 décembre. Depuis, la présidente de l'Université Paris-Saclay, Estelle Diacona, n'a pas répondu à mes emails et ne s'est pas exprimée sur le sujet à ma connaissance. J'ai reçu plus d'une dizaine de mails de docteurs et de chercheurs et chercheuses de Paris-Saclay ou d'ailleurs, choqués par cette affaire et plus particulièrement par l'absence de mesures pour protéger la valeur du diplôme de doctorat. Certains sont volontaires pour signer un courrier qui demanderait que les valeurs académiques soient défendues par les institutions qui en ont le devoir. Il reste à rédiger un tel document. Là où il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de science. Et désormais, on se demande s'il y a de l'éthique à Paris-Saclay et à Polytechnique, qui a missionné la commission d'éthique du professeur Deveau. Une commission qui s'est prononcée à l'unanimité il y a plus de 15 mois et qui mérite d'être respectée. Si vous êtes docteur de Paris-Saclay ou d'ailleurs, je me demande si cela vaudrait la peine que vous fassiez connaître votre point de vue à Madame la Présidente, Diacona, à qui je renouvelle bien sûr mon invitation à donner son point de vue, car elle dispose peut-être d'éléments qui mériteraient d'être connus afin d'éviter les mauvais jugements. Quoi qu'il en soit, bonne année 2024 à tout le monde.